Bonjour à tous et merci d'être fidèles à ce magazine consacré au Moyen-Orient. Au programme cette semaine, la Syrie avec 2 reportages tournés par nos équipes sur place. Dans le premier, nos envoyés spéciaux ont tendu leur micro à l'opposition tolérée par le régime. Le second s'intéresse quant à lui à des familles de déplacés, ces Syriens qui ont fui la guerre mais pas leur pays. Nous terminerons par un reportage de nos correspondants à Dubaï où un concours musical est organisé pour les travailleurs étrangers. Et on entame notre tour d'horizon par cette longue escale en Syrie. Nous allons tout d'abord à la rencontre de jeunes militants politiques. Leur but, construire leur pays. Leur clan n'est pas celui de Bachar al-Assad, mais ils ne sont pas reconnus non plus par les rebelles. Et pour cause, ils représentent l'opposition tolérée par le régime. Reportage à Damas de Lucy Fielder et Selim El-Medeb. Plusieurs fois par semaine, ces jeunes se retrouvent dans une maison cossue du cœur de Damas. Leur objectif, construire l'État syrien. Tel est le nom de l'organisation fondée il y a 2 ans par Loueh Hussein, une des figures de proue de l'opposition tolérée par le régime. Une tolérance limitée, l'écrivain a été un des premiers activistes arrêtés au début de la crise syrienne. Notre message s'adresse aux classes moyennes et à ce que l'on nomme la majorité silencieuse, c'est-à-dire l'écrasante majorité des Syriens. En fait, ils ne sont pas dépourvus de voix, mais personne ne leur offre une plateforme pour dire qu'ils sont à la fois contre la tyrannie et contre le recours à la violence. Amira Malek est adjointe au maire de la ville de Nabuk, non loin de Homs, où les combats entre armées et rebelles sont fréquents. La jeune femme sert souvent d'intermédiaire entre les 2 camps. Elle essuie régulièrement les critiques des tenants de l'opposition armée qui la considèrent compromise par son statut d'élu local, un statut qui ne bride pourtant pas sa liberté de parole. Quand l'armée syrienne libre a capturé 7 soldats dans ma ville, l'armée régulière a arrêté 99 civils par mesure de représailles. Et cela ne concerne pas simplement ma ville, c'est pareil dans tout le pays. Le régime fait toujours payer le prix des actes de l'opposition armée aux civils. Raja An-Nasser est le secrétaire général du plus important mouvement de l'opposition de l'intérieur. Cet ex-juge a été emprisonné 8 fois dans les geôles syriennes. Mais aujourd'hui, il n'hésite pas à renvoyer dos à dos le régime et la coalition nationale syrienne, l'opposition en exil, considérée comme seule représentante légitime du peuple syrien par les Occidentaux. Le régime veut continuer à monopoliser le pouvoir. De la même manière, une partie de l'opposition veut mettre la main sur le gouvernement et sur l'État. Le problème, c'est qu'aucun des 2 camps n'est capable de parvenir à un tel résultat sur le terrain. Donc la guerre va continuer et si la guerre dure, la Syrie deviendra une nouvelle Somalie. Notre conversation attire les miliciens pro-gouvernementaux du barrage le plus proche. Un militaire en permission vient même débattre. Aujourd'hui, l'affaire n'aura pas de conséquences, mais une vingtaine de membres du mouvement sont actuellement détenus par les autorités. On reste à Damas à la rencontre de familles de déplacés. 2 millions de Syriens ont fui leur pays depuis le début du conflit, mais ils sont 4 à 5 millions à être restés en Syrie. Nos envoyés spéciaux Antoine Mariotti et Patrick Hermansen sont allés dans un centre qui accueille ces déplacés dans la banlieue de Damas. Reportage. Ces hommes et ces femmes ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Loin de leur famille, chassés de chez eux par les combats, certains n'ont même plus de maison. Plus de 330 Syriens ont trouvé refuge dans cet ancien collège de Dummar, dans la banlieue de Damas. Parmi eux, Riyab Al-Ahmad, qui a débarqué avec 12 proches dans ce centre. On est 3 familles à vivre ensemble ici. On est heureux. Il y a cette pièce là. Et une autre à côté que l'on peut utiliser aussi. Il ne nous manque rien, on arrive à vivre. Le centre est géré par le régime. Ici, pas de partisans des rebelles. Malgré ces conditions de vie très éprouvantes, le discours est donc forcément optimiste et loyal envers le pouvoir. L'armée libre a kidnappé mon cousin. On a payé une rançon quelques jours plus tard, mais quand on a pu le récupérer, on a dû s'enfuir et ils ont brûlé notre maison. Il y a quelques semaines à peine, 80% des familles de ce centre venaient de Homs. Mais depuis que l'armée loyaliste a reconquis la quasi-totalité de la ville après des mois de bombardements intensifs, beaucoup de ces familles ont pu rentrer chez elles, mais de nombreux autres n'ont plus de maisons détruites par les combats et n'ont plus d'autre choix que de rester ici. C'est le cas notamment de Hanif et Fatma. Leur petite fille est même née ici, à l'intérieur du centre.
Ils nous ont aidés ici, dans l'école. Elle n'est pas née dehors, elle est née ici. Et le directeur a bien fait son devoir. On n'a besoin de rien, Dieu merci. Les jeunes Syriens qui étudiaient dans ce collège ont été envoyés dans un autre établissement pour libérer la place. Face à l'afflux d'élèves, les cours sont aujourd'hui assurés le matin pour les uns, l'après-midi pour les autres. Désormais, ici, les enfants ne chantent plus de comptines, mais des slogans à la gloire de Bachar el-Assad. Quelques 700 mineurs palestiniens âgés de 12 à 17 ans sont arrêtés chaque année par Israël. L'UNICEF, qui a publié un rapport à ce sujet, affirme que l'État hébreu viole quasi systématiquement les droits de ses enfants. Reportage de notre correspondant Gallagher Fenwick. Un enfant palestinien détenu dans une prison de l'État hébreu en Cisjordanie. L'UNICEF affirme que le mauvais traitement des mineurs palestiniens dans les centres de détention militaires israéliens est répandu, systématique et institutionnalisé. Ces déclarations de l'agence onusienne et des constats similaires dressés par d'autres organisations ont récemment valu de vives critiques à l'État hébreu qui arrête chaque année des centaines de mineurs dans les territoires occupés. Cette mère décrit la manière dont les soldats de Tsahal ont pris l'un de ses enfants en pleine nuit, il y a quelques mois. En quelques secondes, ils l'ont attrapé. Il n'a même pas eu le temps de mettre des habits ou des chaussures. Ils l'ont arrêté et emmené. Tout s'est passé très vite. L'adolescent âgé de 13 ans raconte le trajet au fond d'une Jeep qui l'a amené jusqu'à une base toute proche pour y être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés. Il est soupçonné d'avoir jeté des pierres sur des soldats de l'État hébreu. Il me criait dessus. Il me poussait. Des choses comme ça. Et ils exigeaient que je parle. Je leur ai dit que je ne savais rien. Quelques kilomètres plus loin, le cousin de Mohamed a lui aussi été arrêté la même nuit. Il affirme avoir été contraint de passer aux aveux et signer un document en hébreu, une langue qu'il ne parle pas. À Ramallah, l'Organisation pour la défense des droits de l'enfance dit avoir recensé des centaines de cas similaires. Le directeur parle de méthodes utilisées pour intimider les plus jeunes. Leur but, c'est de terroriser les enfants palestiniens. Ils veulent les décourager d'avoir envie de participer aux activités de résistance à l'occupation israélienne. L'avocat général israélien ne souhaite pas s'exprimer face caméra sur ce sujet. Nous ne pouvons pas filmer dans les salles d'audience installées dans la base militaire d'Ofer, en Cisjordanie, où les mineurs palestiniens sont jugés. Face à l'émotion suscitée par les images d'arrestation, comme celle de ce garçon de 5 ans, emmené par des soldats qui l'accusent d'avoir jeté des pierres, les autorités de l'État hébreu expliquent qu'elles ne font que faire appliquer la loi et qu'elles respectent les droits des enfants. Les conditions des travailleurs étrangers dans certains pays du Golfe sont souvent apparentées à de l'esclavage moderne. Les révélations du quotidien britannique The Guardian sur le traitement des ouvriers népalais venus construire les infrastructures de la Coupe du Monde 2022 au Qatar ont beaucoup choqué. À Dubaï, depuis quelques années, les travailleurs étrangers ont une distraction. Un concours de chant Bollywood est organisé dans les camps d'hébergement. Reportage de notre correspondante Nathalie Gillet. Dans ce camp d'hébergement à l'est du pays, les distractions sont rares. Malgré la fatigue, après une longue journée de travail, cet électricien aux Émirats depuis 2 ans n'aurait voulu manquer ce moment pour rien au monde. J'ai entendu parler du concours de Camp Capchamp et j'ai voulu participer. Je chante partout où je peux depuis tout petit. Ça me rend fier et ça me détend.
Chaque année, de nouveaux camps participent à ce concours de chant dédié aux travailleurs. Une ambiance de fête foraine inhabituelle dans ces quartiers poussiéreux. Un look festif et joyeux le temps d'une soirée. Cela a commencé en 2007. Nous voulions faire quelque chose pour cette communauté dont personne ne se souciait. Mais au lieu de faire venir une star pour les divertir, on s'est dit faisons-les monter sur scène et laissons-les faire un spectacle pour eux-mêmes. Le Bollywood, un choix judicieux pour une population faiblement instruite, mais qui connaît par cœur cet univers de paillettes et de rêves. Les 3000 candidats doivent savoir chanter et répondre à un quiz. Hormis les conditions de vie, c'est l'éloignement qui pèse le plus à ces hommes. Certains ne voient leur famille qu'une fois tous les 2 ans. Star d'un soir, ce jeune Indien n'en oublie pas moins d'où il vient. Après la mort de son père il y a 6 ans, il a quitté son village pour trouver du travail à Dubaï et subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Le matin dans mon lit, dès que le réveil sonne, la première chose que je fais, c'est d'envoyer un texto à ma famille pour savoir si je peux appeler. S'ils répondent, je sors et j'appelle. Puis je me lave et je vais au travail. Mais d'abord, je parle à ma femme et à ma mère. Le futur, je ne le connais pas. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, 2 ou 3 ans. S'il y a des problèmes chez moi, 10 ans peut-être, ou 20. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, maintenant, je suis très heureux. Le 10 octobre, les 2 gagnants remporteront 1 200 € chacun, plus de 5 fois le salaire de la plupart d'entre eux. En attendant, les habitants du camp profitent de ce moment d'évasion musicale avant de reprendre à l'aube une nouvelle journée de travail. Voilà, c'est la fin d'une semaine au Moyen-Orient. Merci de votre fidélité. L'info continue sur France 24.